Depuis le siège du FESPACO, on vous souhaite bien le bonsoir, téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Merci de nous rejoindre. On vous a donné rendez-vous tous les après-midi pour discuter, parce que oui, toute cette semaine, il sera question de cinéma sur votre télévision et on se fera le plaisir d'aborder plusieurs thématiques. Je dis nous parce que je ne suis pas seule à présenter cette émission ce soir. J'ai l'honneur, plaisir, l'immense honneur d'être accompagnée de ma grande sœur que j'aime beaucoup, réalisatrice, productrice, actrice à deux grands succès, présentatrice télé, ma colistière ce soir, Mouna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? C'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau. Plaisir hyper partagé, surtout que je vais beaucoup me reposer sur elle, elle ne le sait pas encore. Mais c'est l'inverse, c'est l'inverse. On verra. Alors, pour notre premier thème de cette semaine, on a décidé de s'intéresser justement à la thématique qui a été retenue pour cette 28e édition du FESPACO, à savoir cinéma d'Afrique et culture de la paix. Car oui, vous le savez, la paix aujourd'hui, on y aspire, on en rêve et je pense qu'on devrait œuvrer à l'atteindre. Quelle peut être la contribution du cinéma? Quelle est déjà la part contributive du cinéma? Et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, à contribuer au vivre ensemble? On en parle ce soir avec des spécialistes du cinéma. Mais avant, comment toi tu perçois ce thème, Mouna? Écoute, moi c'est un thème que j'aime bien. Je pense que même sans dire le thème, je pense qu'à partir du moment où on fait des films, où on écrit des scénarios, il y a un côté très engagé là-dedans. Absolument. Et je pense que les réalisateurs et les acteurs sont des personnes engagées et que le cinéma est une arme de réunification massive. De pacification, voilà, justement. Et on va le vivre tout au long de cette semaine pendant le FESPACO. Absolument, voilà. Je pense que c'est le but, prévenir et également aider à guérir, à penser et à reconstruire. Je pense que le cinéma également peut contribuer. Mais rassurez-vous, on ne va pas en parler toutes les deux pendant 52 minutes. Non. On reçoit des hommes aussi, sinon on va dire, ils font ça entre filles, tranquilles. Non. Les hommes ont la parole sur notre plateau. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Ousmane Boundaoune. Il est administrateur culturel, promoteur culturel, membre du comité d'organisation du FESPACO, coordinateur général du Ouaga Film Lab et également, surtout président cette année de la commission FESPACO Pro. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie, bonsoir Mouna. Bonsoir Ousmane. C'est un plaisir d'être là. Okay. Plaisir partagé, surtout quand on sait que hier seulement on était à l'ouverture, donc c'était vraiment... oui. Une belle cérémonie qui permet d'entrer de plein pied dans cette édition qui se veut quand même très spéciale parce que vous conviendrez avec moi que reconduire le chorégraphe qui a fait le spectacle d'ouverture de la 27e édition, c'était une façon de lui rendre hommage lui-même. Parce qu'on pourrait dire en 2021, il n'était pas très connu. Et là, il était attendu. Et là, il a prouvé. Il a confirmé. Ouais, il a confirmé. Il nous a fait voyager, nous a fait rêver, nous a fait rentrer dans cette édition de façon magistrale. En tout cas, le rêve, on l'a vu. On l'a perçu, on l'a vécu pendant cette cérémonie d'ouverture. À côté de M. Boundaoune, nous avons M. Kassoum Koulibaly. Il est également administrateur du cinéma et de l'audiovisuel, manager audiovisuel. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Mouna. Bonsoir Kassoum. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. On espère que le FESPACO aura bien démarré. C'est tout à fait. D'accord. En tout cas, on n'est qu'au premier pas et on espère, on souhaite, on croise les doigts et on prie fort pour que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'à la fin on retienne que c'était une édition extraordinaire. Et on va parler à présent à notre troisième invité qui nous vient de notre pays, invité d'honneur cette année. Vous le savez, le Mali est chez lui au Burkina Faso pour le FESPACO et nous recevons sur notre plateau M. Alioune Ifran Ndiaye. Bon, on va poser la question plus tard. De la parenthèse, c'est quoi? Je t'arrête tout de suite, c'est un hasard. Et ça prouve que le thème est d'actualité. Absolument, voilà. Oui. Et voilà, et des Ndiaye, il y en a partout. Je pense exactement. Que ce sont des nomades, ils ont beaucoup voyagé, donc il y en a un peu partout en Afrique pour ceux qui ne le savent pas. En tout cas, notre plateau vous en témoigne. Hein. Donc, pour ce soir, on n'en doutera plus. Réalisateur, producteur, il est également à la télévision malienne. Et surtout au FESPACO cette année sur la production, les diffusions Zoom sur le Mali. Il nous présente le film Tan. Bonsoir et bienvenue. Stéphanie, Mouna, et merci de m'inviter. C'est un plaisir d'être là. Je ne suis par contre pas
membre de la télévision nationale. Ok. Je suis un freelance. Ok. Je suis producteur indépendant. D'accord. Et je gère une boîte qui s'appelle Blomba, Oui. qui est une boîte d'ingénierie culturelle Ok. et qui est aussi propriétaire d'un complexe culturel qui s'appelle Blomba. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Eh bien, avec vous trois, nous allons échanger sur la thématique de cette 28e édition du FESPACO. Donc, on va commencer avec notre invité d'honneur. Déjà, quand ils ont reçu l'invitation, avec comme thématique cinéma d'Afrique et culture de la paix, quelle lecture en fait d'une thématique pareille déjà, de prime abord? Bon, on va dire la paix, c'est la capacité aux individus de savoir coopérer. Et là-dessus, on va dire que la culture, c'est l'outil essentiel pour construire l'univers symbolique qui permet cela et qui permet à l'être humain, par l'esprit, par le cœur, d'avoir suffisamment d'intelligence émotionnelle pour s'accepter, pour coopérer, pour construire le bien-être ensemble. Et la culture, elle est essentielle dans cette construction-là. C'est des définitions, j'entends, c'est des définitions qui ne sont pas très loin, hein, la paix et la culture apparemment. Ben, en fait, un individu, quand vous lui enlevez sa culture, ça devient de la chair. Ça cesse d'être un être humain. Or, le logiciel d'un individu, c'est sa culture. Et c'est la création artistique, les pratiques culturelles qui entretiennent ce logiciel. Et on a dit la culture, c'est constructrice de la paix, mais elle peut être aussi génératrice de conflits. Et donc, comment faire que la culture devienne cet outil pour que les uns et les autres aillent au-delà de leurs différences, de savoir coopérer et de s'entendre sur l'essentiel. Parce que vivre ensemble, c'est la coopération. Quand on ne coopère pas ensemble, quand on reste sur la gestion de différents, c'est difficile de construire la paix. Et généralement, je pense que bon, les Américains appellent ça le soft power. Et il est essentiel pour nous aussi de nous accaparer de ça, de n'avoir pas seulement ce rapport folklorique à la culture, de comprendre que la culture, c'est l'outil, on va dire l'outil qui est au début et à la fin. Au début parce que ça nous permet de vivre ensemble, mais ça peut être aussi un outil essentiel à la dynamique d'une économie. Et ça, je pense qu'il y a ce travail-là que nous, hommes de culture intellectuelle... Ne parle-t-on pas d'industrie culturelle, justement? Ben justement, et à faire pour, on va dire, sensibiliser nos autorités, qu'on puisse quitter enfin les cases folkloriques, qu'on puisse donner à la culture sa véritable place. D'accord, ok. Alors, M. Kondaoné, pourquoi ce thème pour cette 28e édition? Même si on peut dire que c'est évident, quand même. Ah, c'est évident, c'est vrai, mais j'étais même en train de vouloir dire que je ne suis pas à l'origine du choix de ce thème. Non, le pourquoi, voilà, j'ai répondu peut-être de ma position détachée du FESPACO pour dire que le cinéma ne se fait pas ex nihilo. Il se fait dans un contexte, il se fait dans un environnement. Et il tient compte de cet environnement-là. Les films qui se font, vous allez voir, ils installent toujours un contexte avant de parler des acteurs. Qu'est-ce qui se passe, qui est qui, et pourquoi un tel a tel rapport avec un autre. Dès lors qu'on a ça, et que les films sont le reflet de leur époque, ben, l'époque que nous traversons est bien marquée, bien, voilà. On le sait, à 100 km de chez nous, de là où nous sommes, c'est pas la grande joie. Donc, le cinéma ne peut pas rester insensible, ne peut pas rester ignorant. Donc, du coup, choisir ce thème, c'est aussi faire, je crois, écho à ce que disait un grand homme politique africain. La paix, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdue. Comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Et effectivement, là, nous sommes là, on se demande comment on a pu en arriver là. Et comment on a pu en arriver là, ben, ça c'est un questionnement que les cinéastes, je crois, ont capté. Et moi qui ai eu la chance de participer un peu à la sélection des films, en écoutant un peu
les propos des membres du comité de sélection, j'avoue que sans faire exprès, mais les cinéastes étaient pour la majorité dans cette dynamique de rendre compte de cette situation que nous vivons et de voir comment eux, à partir de leur point de vue, ils proposent aussi des choses. Voilà, parce qu'ils ne font pas que relater la réalité, c'est une interrogation des tensions ou des ressorts qui ont conduit donc, nos populations, plutôt nos pays, dans cette situation qui, voilà, qui n'est pas reluisante, mais qui est là, et avec laquelle on doit composer, on doit parler pour voir comment on en sort. Ça fait d'ailleurs penser qu'il faut qu'on dise un grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement Exactement. sur Ouagadougou pour cette émission. Je voulais justement en parler, revenir sur un peu ce qu'a dit Ousmane. C'est vrai que juste avant, quand on écoute un peu les bruits de couloir, quand on circule dans la rue, moi par exemple, les gens me demandaient toujours « Vous êtes sûr que vous allez faire le FESPACO? Vous êtes sûr que vous allez faire le FESPACO ?» Oui, pour moi, c'est évident. En tant qu'acteur culturel, pour moi, c'est évident. Et vous n'avez pas eu peur à un moment donné que les gens fassent l'amalgame justement en disant le Mali, les situations entre guillemets pas culturelles se ressemblent et tout ça, que les gens fassent l'amalgame de ça comme il y a eu des amalgames sur d'autres choses en fait. On ne peut pas échapper aux amalgames dans un pays où la rumeur est la chose la mieux partagée, ou avec ce qu'on sait sur les réseaux sociaux, voilà, la chose comme un feu de paille, ça circule tout de suite. Ce qui est dit dans un petit salon entre 2 ou 3 personnes, est celui d'un clic. Et ça va au bout du monde. Ça, on a eu ça. Maintenant, l'amalgame dont tu parles, je vois qu'il y a peut-être 2 choses. Hein. Il y a la tenue du FESPACO. Et puis ensuite, il y a le pays invité d'honneur qui est le Mali. Donc, ça fait, les polémiques sont différentes, certes, mais se sont retrouvées à un moment, justement, dans cet amalgame dont on peut parler. La tenue du FESPACO, c'est vrai, c'était évident. Est-ce qu'on peut faire un festival dans ce contexte? Faire un festival de cinéma, est-ce que ce n'est pas fermer les yeux sur ce que nous vivons, ce que vivent nos parents à 40-50 km d'ici? Est-ce que ce n'est pas faire la part belle à cet îlot de paix ou de ce semblant de paix que nous avons ici? Voilà, cette illusion de paix. Est-ce que ce n'est pas justement se détacher, se masquer de la réalité. En faisant un festival, on a eu beaucoup de critiques. On a été interpellés à plusieurs reprises. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas le lieu de le porter? J'ai dit, mais pourquoi nous nous battons? Ça, c'est pour emprunter à Churchill, qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, est devant son Parlement pour défendre son budget. On lui dit, il faut couper le budget de la culture. Il dit, ah ouais? Et pourquoi nous nous battons? Pourquoi? Ceux qui nous attaquent, pourquoi ils nous attaquent? Ce que nous vivons, c'est contre notre culture, c'est contre notre mode de vie. C'est contre tout ça que ces situations arrivent. On a adopté quelque chose dans laquelle nous nous plaisions, qui faisait notre identité, notre marque déposée. Ouagadougou, tout le monde sait. La force de Ouaga, son attractivité, ces poulets bicyclettes, ce n'est pas seulement en plein soleil qu'on les mange. Hein? C'est aussi toutes ces soirées, tous ces maquis qu'on connaissait, toute cette liberté qu'on avait de circuler, d'aller où on veut. Et justement, si vous avez remarqué avec les premières attaques, ce qui a été touché, c'est ça. Exactement. La mobilité, la méfiance qu'on a commencé à avoir les uns pour les autres. On ne peut plus aller dans tel ou tel lieu. Mais est-ce qu'on va continuer à faire ça? Non. Et c'est là où le FESPACO a une force. Non seulement prouver à nous-mêmes qu'on est capable de se mettre debout, qu'on est capable de résister et qu'on doit aussi, en tant qu'acteur culturel, en tant que professeur du cinéma, jouer notre rôle d'homme, de citoyen de ce monde, de ce pays qui s'engage également, mais en même temps donner aussi à nos soeurs, à nos frères des autres pays, des autres contrées, leur donner cette chance d'aller au-delà de ce que les médias disent. Parce que ce que nous pouvons vivre en écoutant, même si souvent ça relate la réalité, hein, je ne parle pas de votre chaîne en partie. Voilà. Personne, non. Il y a que, il faut quand même
relativiser. Ce qui se passerait, on ne le souhaite pas. On touche du bois, On on touche croise du les bois. doigts, on jette du Même- sel. Voilà. Non, non, C'est dit que FESPACO, c'est ce que je dis à certains, je dis attention, c'est un 54 ans. Et Dieu seul sait les événements, les troubles sociopolitiques que tout ce ce que pays l'on a a connus. traversé. Et malgré tout ça, la tenue de ce festival n'a jamais été annulé. mise en question. Absolument, ça je suis d'accord. Par aucune Ouais. autorité politique, Très bien. encore moins Absolument. par les professionnels eux-mêmes. Absolument. Ouais. Alors, sans vouloir vous couper, pour revenir à notre thème, cette fois je m'adresse à Monsieur Koulibaly. Comment justement le cinéma peut s'engager dans la culture et la promotion de la paix? Parce que c'est vrai qu'on a parlé tantôt des films en sélection, on dépeint ou on montre la réalité à travers l'œil du réalisateur, mais comment s'engager pour la promotion de la paix? Comment ça se passe? Je pense que ça a été un propos. Et c'est qui va à travers ce thème, je pense que c'est montrer aux gens. Le cinéma veut s'engager, le cinéma veut montrer aux gens que, à la face du monde, que on doit continuer à vivre. Le Burkina Faso vit encore, le Burkina Faso est debout, et c'est à travers les caméras qu'on peut faire cela, à travers le cinéma, que les Burkinabés peuvent se rendre compte de certaines situations, voilà, qui peuvent les interpeller pour qu'ils changent de comportement. Voilà, on l'a vu avec la Covid-19, quand il y a eu des éléments qui ont été faits sur on appelle ça, les différentes chaînes pour appeler les Burkinabés, les gens ont changé leur comportement. Et c'est ce qu'on attend du cinéma. Je pense que chacun de son côté, les créateurs l'ont compris. Voilà, dans leur liberté, ils choisissent de toucher les populations comme ils pensent. Voilà, mais tout converge vers voilà, c'est un élément cher. On cherche aujourd'hui la paix parce que c'est une situation qui Absolument. Et l'intervention et la est-ce qu'aujourd'hui, nos populations, quand je dis nos populations, certes Burkina, Mali, mais dans le reste de la sous-région, en proie à tout ce que l'on sait, est-ce que nos populations sont réceptives au divertissement? Parce que le cinéma, c'est du divertissement. Nos populations sont en demande du divertissement. Okay. Ça, et un des problèmes de nos États modernes, c'est de n'avoir pas travaillé à cela, c'est-à-dire créer des lieux de divertissement et d'ouverture à des savoirs universels. C'est des centres culturels, c'est des maisons de jeunesse. La population a soif de cela. Personnellement, je dirige un programme qui s'appelle Nyana Diatama, c'est-à-dire le bonheur en itinérance. Et nous, on va dans les villes où il n'y a rien, il n'y a pas de centre culturel, il n'y a pas de cinéma et tout. On installe tout. Aujourd'hui, les nouvelles technologies le permettent. On propose du cinéma, du théâtre, de la discothèque à ciel ouvert et de la nourriture. Et quand on veut quitter la ville, ben les gens ils font tout pour qu'on reste. Et cette demande, et malheureusement, elle est urgente parce qu'il faut la satisfaire. La satisfaire pourquoi? Parce qu'on a, dans la sous-région, la moyenne d'âge, c'est 15 ans. Exactement, c'est vrai. C'est 15 ans. Et 15 ans, ils ont comme pratique culturelle la mosquée, l'église, les chichas. Et si on ne prend pas en charge rapidement la société, je veux dire, tout ce qui se passe, c'est l'économie criminelle qui va s'en charger, c'est l'extrémisme qui va s'en charger, et le coût de cette prise en charge va être énorme. Donc, moi je dis, la population est en demande
en demandent urgence. Mais est-ce que c'est un besoin qui est perçu? Oui, je pense que c'est un besoin qui est perçu parce qu'il suffit de demander aux jeunes et de voir, le FESPACO a commencé seulement hier, tous les espaces sont déjà pris d'assaut. Absolument. Parce que les gens et on sent que les gens sont contents que le FESPACO, qu'on ait pu relever le défi de faire le FESPACO. Et en venant, j'ai vu des enfants de, je sais pas, entre 10 et 15 ans qui étaient venus visiter. Les gens en ont besoin, il n'y a pas d'espace vert, on manque de salles, on manque de centres ou de bibliothèques pour que les jeunes aillent lire. Donc, et là, les gens ça se voit dans les rues de toute façon. Mais justement, on parle tantôt des salles. Il n'est pas rare également d'entendre que nos salles de cinéma se vident. Non. Faisons attention à des choses, on va dire, à des analyses faciles. Non, les salles ne se vident pas. Si je prends le cas du Burkina, au contraire, c'est le territoire qui s'est vidé de ces salles. Exactement. 50 salles. La demande, comme l'a dit Ndiaye, la demande elle est là. Le Burkina Faso est passé de plus de 55 salles de cinéma à aujourd'hui moins d'une dizaine. C'est vrai. 9. Comment vous voulez que ces territoires, ces espaces qui ont été délaissés, qui ont été, j'allais dire, vidés, où est-ce que cette jeunesse va se retrouver? C'est la question, c'est là où je voulais en venir. Comment on en arrive à avoir autant de fermetures de salles quand on a une population jeune qui est en demande? M. Koulibaly. Bon, la fermeture des salles, nous pouvons dire que l'État a bien commencé à travers une volonté en émaillant tout le territoire des salles, mais on peut dire qu'on n'a pas suivi la dynamique jusqu'à la fin. Voilà, parce que une salle, quand elle est ouverte, moi je pense qu'il faut tout faire pour que la salle vive, il faut créer, il faut qu'il y ait des yeux suffisamment pour que les gens puissent aller suivre. Il faut aussi l'entretien de la salle, beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais les salles ont été ouvertes, on l'a vu récemment, les salles ont été transférées aux communes. Et en général, ce transfert ne suit pas une certaine... Parce que la commune, c'est juste... en fait, l'élément culturel n'est pas trop ce qu'il compte diffuser. On prend la salle de Gawa qui a été rénovée entre-temps. Quand la salle a été rénovée, les instants après, les gens partaient suivre juste les matchs et d'autres choses qui n'ont pas trop à voir avec la culture. Donc, je pense que ici, quand on crée des salles, il faut qu'on aille encore plus loin. Il faut qu'on pense à l'entretien de ces salles. Il faut qu'on pense à produire plus de films. Parce qu'après, s'il n'y a pas de film, qu'est-ce que les gens vont regarder dans ces... Et puis, il faut proposer la sécurité à ces gens qui vont en salle. Voilà. Et même autour de la salle, c'est des moyens connexes. Les gens ils vont s'amuser, ils vont prendre un petit quelque chose. Il faut qu'on crée tout cet environnement autour de la salle pour que, effectivement, ceux qui vont en salle se sentent bien. Et ces salles, nous n'en avons pas assez. Voilà. Et il est temps aussi aujourd'hui qu'au niveau des collectivités territoriales, que les gens comprennent cela. Parce que quand la salle vit, il faut y mettre les moyens. Il faut toute une politique autour de la salle pour que réellement ceux qui sont les populations aient envie d'aller en salle. On a vu des cas où des gens vont en salle pour se soulager, il n'y a pas ces petits éléments. C'est tout, ça peut paraître comme des petits éléments, mais qu'il faut suivre de près. Ce sont ces petits éléments qui permettent aux salles de vivre. J'ai le sentiment que M. Ndiaye veut réagir à cela. Moi, je suis pas... Bon, je suis de culture américaine sur ces aspects-là. Parce que moi, je pense que chacun a sa mission. L'État peut travailler sur, on va dire, les équipements, les infrastructures, mais la gestion des infrastructures, à mon avis, doit être pensée autrement. Ça doit être, à la limite, privatisé, ou pour dire semi-privatisé, avec un montant financier, un projet économique avec de la subvention, mais une économie de marché, du sponsoring aussi. N'oublions pas que le marché, il n'est pas seulement que physique, il est devenu numérique aussi. Et comment associer ces deux aspects-là? Et à mon avis, la réflexion, elle n'est pas faite. Ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'État et des collectivités locales. C'est énormément de la responsabilité des acteurs du cinéma. Parce que les acteurs du cinéma continuent à vivre dans les années 70. Je ne dis même pas 80, je dis 70. Parce que oui, ils sont d'une culture, comment appeler ça? Ils sont d'une culture assez...
de subventions, on va dire, Oui. pour être un peu plus poli. Et je pense qu'il est temps qu'on comprenne que le cinéma, c'est une industrie qu'il va falloir qu'on invente une économie en phase avec les réalités, bien sûr, de nos pays, de nos territoires, mais qu'on arrête de charger l'État. La mission de l'État, c'est déjà d'organiser le territoire et les espaces qui sont supposés, d'identifier les espaces qui sont supposés être des espaces culturels. Et c'est à nous, acteurs culturels, de pouvoir travailler d'abord à identifier des corps de métier. Parce que ça aussi, c'est une question essentielle. Une personne fait tout, écrit, produit, réalise, et diffuse, etc., etc. Des superbandes. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je dis, on vit dans les années 70. Il va falloir qu'on comprenne qu'on est au XXIe siècle, qu'il y a des centaines de corps de métier qui doivent émerger, être formés, coopérer pour créer un écosystème culturel et de marché. Vous me donnez envie de vous reconduire sur mes prochains thèmes, parce que j'ai plusieurs... Oui, il y a plusieurs thèmes. Je sais, on va revenir autant sur les salles que justement que sur les métiers de la filière cinéma. Mais on va quand même une dernière intervention avant de revenir. Il y a quand même une petite question qui me titille. Elle était adressée également. Mais en attendant l'intervention de M. Bondaoné. Non, je prends votre intervention et je reviens sur ma question. Je pense qu'il veut rebondir sur ce qu'il disait par rapport au corps de métier, par rapport au fait que dans le cinéma, il y a beaucoup d'hommes orchestres. Oui. Et à un moment, il faut arrêter. Effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu la chaîne des valeurs. Qui existe dans tous les secteurs. Et le cinéma ou les autres disciplines artistiques n'y échappent pas. Mais comment on arrive à respecter la chaîne des valeurs quand il n'y a pas de structure de formation pour mettre sur le marché ce capital humain? Le problème, il est là. Équation à plusieurs variables. Quand on prend le secteur culturel, on fait le tour de nos pays, il n'existe pas, pratiquement pas, d'école qui forme ces compétences-là. Monsieur Euphrène Dia, je ne sais pas où il a été formé. Je suis sûr que si on prend son parcours, une bonne partie ne s'est pas faite au Mali. Il est dans une école adaptée à ça. Aujourd'hui, on a des instituts de formation au métier culturel. Je suis bien placé pour en parler. Je suis rentré de mes études en 1995, il n'y en avait pas. Alors que le Burkina était déjà considéré comme un pays d'un dynamisme culturel, etc. Et on pensait que ça allait se faire par magie, que de façon comme ça, miraculeuse, les spécialisations allaient se faire. Ça ne s'est pas fait. Ce qu'on a essayé de former après, on a mis le capital humain. Mais là aussi, on a été, je dirais pas, comme il fallait aller vite, on forme ce qu'on appelle des administrateurs culturels, on allait très vite. Parlant de Kassoum, des administrateurs de cinéma, oui, ils sortent. Je veux vous raconter une anecdote. Le FESPACO est passé au numérique depuis les années 2011. Il n'y a pas longtemps. 2011, je me rappelle très bien. Et on dit, ok, on passe au tout numérique. Qu'est-ce qui se passe? Quand on lance une sélection, on lance plutôt l'ouverture des inscriptions. On a des milliers de films qui s'inscrivent. Pourquoi? Parce que les facteurs de production ont changé. On a des outils, avec des petits outils, on arrive maintenant à faire des œuvres. Et on espère qu'on peut arriver au FESPACO. On s'inscrit. Parce que ce n'est plus des fiches. Vous inscrivez en ligne. Et ça arrive. Vous mettez votre film sur une clé. Et comment le FESPACO peut s'adapter? On est confronté à ça. Et là où je voulais en venir, c'est que, oui, les films sont sélectionnés. Comment les diffuser? Là, le matériel aussi de diffusion. Il faut réadapter le matériel. Et on prend qui est derrière ces machines? Qui a été formé pour utiliser ces machines? Je vous le dis, ici, pendant plus de 13 ans, les équipes qui projetaient les films au FESPACO étaient toutes des équipes d'expatriés. Qui venaient avec les équipements et qui retournaient avec. C'est vrai, ça c'est vrai. Parce que le FESPACO, c'était une parenthèse pour qu'on puisse regarder du bon cinéma. Je suis bien contente que ce soit exprimé au passé, c'est-à-dire que ce n'est plus le cas. Non, parce que cette année, grâce à un projet que j'ai eu la chance de conduire, nous avons proposé au FESPACO de former une vingtaine de techniciens burkinabés avec l'appui de nos partenaires français et marocains
Et là, il y a une équipe complètement burkinabé qui prend en charge la projection de cette 28e édition. Voici encore des métiers. Mais négligés. c'était un projet unique ou c'est un truc qui va se répercuter Normalement, dans les autres? le programme court jusqu'en 2024. Ok, donc il y aurait Donc, 10 autres techniciens qui vont être formés. Exactement. Mais c'est Voilà. hyper compliqué de mettre en place ce type de formation. Parce qu'auprès de nos structures de formation, ça n'existait pas. On reviendra sur la formation. Je suis obligée de nous recadrer, c'est très intéressant. On anticipe sur les autres sujets. Oui. On reviendra sur la formation, mais en attendant, la question qui me taraudait, c'est on parle de cinéma et de culture de la paix. On a situé l'âge moyen de nos populations, 15 ans. C'est des adolescents. On a dit ce qui les intéresse en termes de divertissement, en termes de consommation sur les écrans. Est-ce que le cinéma africain, est-ce que le cinéma d'Afrique arrive à s'adapter à ce public-là? Non. Et entièrement non. Et pourquoi? Parce que le cinéma africain en général est déprimant. C'est-à-dire ça nous rappelle continuellement notre misère. Ça nous ramène à l'Afrique calebasse. C'est vraiment, vous allez me trouver un peu dur, mais c'est la triste réalité. Et nous avons besoin de faire rêver les jeunes. Ils ont besoin de rêver, ils ont besoin de croire à une Afrique de demain. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. Pourquoi c'est l'occasion? Parce qu'il y a un nouveau monde qui émerge, un nouveau monde de tradition numérique. Je rappelle très vite que l'histoire de l'humanité, c'est 3 traditions. La tradition du verbe, la tradition de l'écrit et la tradition du numérique. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle une transition écologique de 30 à 50 ans comme les pays développés. Nous, on peut commencer tout de suite. Vous voyez comment les applications des téléphones et tout, on est adapté tout de suite, mieux que dans les pays développés. Et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse à cette question. D'ailleurs, le film TAN que je présente ici, il est dans cette logique-là. C'est un film optimiste qui dit voilà ce que doit être l'Afrique par rapport aux réalités d'aujourd'hui, par rapport aux possibilités de services publics qui nous est offert. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir parler aux jeunes et de partir de leur centre d'intérêt. Justement, comment on définit les centres d'intérêt des jeunes quand on, il faut le dire, n'est plus jeune et qu'on veut faire du cinéma pour les jeunes? Moi, j'ai 53 ans et je fais des films pour les jeunes de 15 ans, 14 ans. Pourquoi j'arrive à le faire? Parce que je m'entoure de jeunes pour écrire. Je m'entoure de gens qui vivent avec eux et je ne mets pas de barrière aussi entre eux. Quand il y a un événement de jeunes, j'y suis. Quand je sens, par exemple, il y a une grande pratique culturelle au Mali de la jeunesse urbaine qu'on appelle le Balanicho. C'est de la discothèque dans les rues. Et les jeunes, comme ils n'ont pas les moyens de partir, on va dire, ils ont inventé une pratique qui marche aujourd'hui. Et moi, je me suis intéressé à cette question. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré les disques jockeys, je les ai amenés à l'école. J'ai créé une école spécialement pour les disques jockeys issus de ce mouvement. On les a formés, qui comprennent un peu les enjeux liés à la pratique culturelle. On les a fait voyager. Il y a 2 qu'on a amenés ici au Burkina et on espère pouvoir faire un balanicho dans une rue et tout. Et ça, ce sont des questions comme ça qui nous permettent de nous nourrir. Parce que si nous on se dit, on se met à côté les jeunes, attention c'est méchant, c'est vulgaire et tout. Mais ça, quand on les méprise, on ne peut pas leur parler, on ne peut pas comprendre leur langage. Et il est extrêmement important de se mettre à niveau régulièrement pour comprendre ces jeunes. Parce qu'ils sont dans un... C'est extraordinaire quand j'en parle, parce qu'ils sont traumatisés. Ils sont obligés de rêver par d'autres repères. Ils sont obligés de se dire, ok, je vais réussir en allant à Paris, en allant à New York, mais pas en allant à Ouagadougou, à Bamako ou à Niamey. Et donc ça, il faut qu'on construise cette confiance-là. Normalement, le cinéma peut être une arme pour Slamouna. C'est pourquoi je dis univers symbolique commun. En fait, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que
il disait qu'on pense le cinéma comme dans les années 60. C'est vrai que nos aînés en cinéma, on ne pouvait pas les aborder comme on aborde aujourd'hui. Donc c'était vraiment quelque chose de très... selon mon point de vue, ils ont mystifié le cinéma, ils ont mystifié le truc. Donc on n'osait pas, nous, aller voir les aînés pour leur parler parce qu'il fallait passer par un tel, prendre des rendez-vous, ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, comme dit, avec le numérique et tout ce qui existe, c'est plus facile de le faire. Mais sinon, bon, je ne sais pas à quel âge j'ai, mais je suis d'une génération qui n'osait pas aller devant les aînés. Je vais aussi parce que préciser un truc qui était vraiment, c'était très fermé, quoi. Par rapport à ça, moi, je suis hyper optimiste, je ne suis pas trop catastrophé par comment aujourd'hui les jeunes s'investissent dans leur pratique artistique. Non, je ne vois pas ça de façon isolée. Non, moi, on est dans un univers intégré où les choses interagissent entre elles. Si je prends le cas, par exemple, de ce que nous faisons là au FESPACO, c'est vrai, aujourd'hui, il y a FESPACO VR, un espace dédié à la réalité virtuelle pour les jeunes. Mais aussi pour les adultes. Et depuis le FESPACO dernier, il sait qu'on a lancé ça, il s'est créé une grande communauté de VR et il se trouve que celui qui a animé cet atelier, il fait le tour des capitales africaines. Et aujourd'hui, ce sont des communautés qui se parlent. C'est vrai que ça se passe souvent, mais c'est l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Ça se passe souvent dans des ghettos avant de sortir. Quand moi, dans les années 96, 97, quand j'abordais la programmation des concerts de rap, de hip-hop, il fallait aller chercher les gens dans les bas quartiers. Bien sûr, dans l'environnement. Il fallait aller les chercher. Et après, quand ça a pris, mais tout de suite, j'avais plus besoin de faire grand-chose. C'était passé sur les grandes scènes et ça devenait l'art majeur. Parce que c'est aussi ça. Très souvent, transféré pour arriver au sommet. Et maintenant, c'est ce qu'il faut. C'est ce que j'ai dit. Il a dit quelque chose d'intéressant. Lui, il a pris les jeunes et parce que là, c'est pour devenir des choses qu'on peut considérer comme à valeur ajoutée économiquement parlant. Devenir un métier. Parce que si ça ne devient pas un métier, c'est là où c'est... Quel est leur avenir dedans, gagner leur vie avec ça, quoi. Parce que quand on parle aujourd'hui d'industrie culturelle, c'est simple. Si ça ne crée pas d'emploi, si ça ne crée pas de richesse, ça n'en est pas un. Et surtout, ça n'a pas d'avenir. Pour revenir à la paix, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui se rendent compte, pas de l'importance d'aborder le sujet, mais de la manière dont il faut le faire pour s'adresser au public cible, qui est la jeunesse, parce que oui, qu'on le veuille ou non, si c'est eux qui décident demain, il faut que la paix fasse partie justement de leur mindset. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a des cinéastes qui font du cinéma, qui s'adressent à des publics, qui arrivent à faire venir du monde en salle et qui comprennent qu'il faut s'adapter à un langage jeune pour leur adresser un message de paix? Monsieur Coulibaly. Oui, je crois que il y a eu une expression qui était sortie ici, le ex nihilo. Le réalisateur est dans un environnement, voilà, et donc sa création est inspirée de cet environnement-là. Et forcément, ça dit que quand l'œuvre est née, quand la création est faite, vous voyez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, il faut dire le contexte, les Burkinabés aiment aller en salle. Voilà. Et l'expression qu'il faut peut-être, c'est dire que la demande est plus forte que... Voilà. Les salles aujourd'hui, vous allez voir, vous allez me dire que c'est peut-être avec l'orée du FESPACO, c'est la fièvre du FESPACO qui fait cela, que les salles sont remplies. Mais il y a des films que peut-être que certains appellent les films qui ne sont pas peut-être d'une certaine qualité, mais qui amènent les gens en salle. Donc les gens aujourd'hui aiment le cinéma. Le cinéma s'inspire également de leur réalité. Je pense que... dire quand même sur les films je pense que... qui amènent le monde en salle. Est-ce que... J'ai vraiment envie de le lier au message parce qu'on a l'impression que le film qui envoie du monde en salle n'est pas forcément le film donneur de leçons. Donc, est-ce qu'on peut parler de paix et être dans une posture de non-donneur de leçons? Oui. Moi, permettez-moi de répondre là-dessus. En fait, une écriture, elle parle toujours à la société, quelle que soit la manière dont on l'aborde. Mais j'avoue que il y a une question de culture générale aussi avec
une génération de réalisateurs ou tout, où l'écriture n'est pas maîtrisée. C'est-à-dire, l'outil numérique a tellement facilité l'accès au métier qu'on saute certaines étapes dans l'apprentissage. L'apprentissage, la première base, c'est l'écriture. Tan, par exemple, c'est un film léger, mais extrêmement bien écrit, avec des séquences qui sont organiques. Et ça, comment faire pour amener du public? C'est de créer ce qu'on appelle le star system. En tout cas, une personnalité qui parle à la société, qui attire du monde. Par exemple, quand on veut faire de l'humour, prendre un grand humoriste, travailler un scénario autour de l'humoriste, ça va amener du public et le scénario parle à la société. Donc je pense que ce sont ces actions, ce travail on va dire, d'ingénierie de la production qu'il va falloir voir. Et là-dessus, ça ne se fait pas avec un corps de métier. Ça se fait avec différents corps de métier. Anthropologie, histoire, écriture, et puis technique. Et ça, au Mali, Blomba, nous on est dans l'ingénierie culturelle, c'est ce travail-là qu'on fait. Moi je suis venu à 50 personnes, 57 personnes, pour pouvoir le dire. On fait des émissions de télé ici, mais en même temps, je montre à un groupe de jeunes de 3 personnes comment j'assure la visibilité de Tan ici. Là, on est venu avec un camion totalement brandé, un bus totalement brandé, un truc, des milliers de flyers. Et puis, quand on venait, on a dit... Ben voilà. Et d'abord, la liste de producteurs et diffuseurs qui sont supposés venir ici. Et comment on va les identifier, comment on va les trouver, comment on va leur vendre Tan avec le pitch qu'il faut. Et ça, il va falloir que chacun dans notre domaine, en tout cas ceux qui ont une relative expérience dans la gestion, dans l'ingénierie culturelle, qu'on y pense. Et il n'y a aucun, moi je ne pense pas qu'il y a un scénario qui ne puisse pas parler au public, quel que soit son niveau. Pour rajouter, hein, parce qu'effectivement, il a abordé quelque chose qui est très essentiel. Toute écriture parle à quelqu'un. Mais maintenant, par quel outil on passe pour faire passer le message, pour dire ce qu'on a envie de dire? La première chose, c'est ce qu'on a abordé, la séparation des fonctions qu'on a sur un projet. Parce que vous ne pouvez pas dormir et vous regarder dormir. J'adore. Il y en a qui y arrivent. Non, oui, mais ils sont rares. Voilà, il y a des magiciens, mais ils sont très rares. Donc, voilà. Parce que nous, on mène voilà, un projet que vous connaissez bien, tu en as parlé, c'est Ouaga Film Lab. Quand on l'a lancé en 2016 et qu'on a dit, sur un même projet, on veut avoir 2 compétences, le réalisateur et le producteur séparés. Ça crée un scandale. On nous a traités de tous les noms. Vous croyez quoi? Vous voulez inventer quoi? On dit, ok, nous, c'est notre principe, c'est la contrainte. Celui qui ne peut pas, qui ne s'engage pas. Et quand ceux qui se sont engagés, qu'est-ce qu'ils ont compris? Au moment où on fait des ateliers pour les réalisateurs, au même moment, on fait des ateliers si vous étiez seul. Donc c'est forcément. Non, et puis c'est 2 corps de Et on métier n'aborde pas différents, les non? mêmes choses. On travaille sur le même sujet, mais on aborde les sujets avec d'autres regards. Le regard économique de chacun est différent. et le regard artistique. Et on a accompagné comme ça des jeunes, ce qu'on appelait des binômes. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir qu'on a beaucoup de projets qui sont sortis. Le film qui a remporté les talons d'or du documentaire au FESPACO dernier, c'est un qui est sorti de là. Le film qui a remporté les talons d'or au cinquantenaire, Miséricorde de la jungle, est sorti d'un laboratoire dans lequel nous avons travaillé avec Joël Karekezi. Donc, tant qu'on ne fait pas on ne s'impose pas ces contraintes-là, ça va être difficile d'y arriver. Alors ça, moi je comprends l'importance d'avoir une rigueur dans le travail, dans la production, de faire le distinguo, de donner à chacun son rôle. Mais ce que moi je veux dire, concernant les sujets, comment ils sont abordés, comment ils sont traités et adressés au public, j'arrive. Quand je prends justement des films comme La Miséricorde de la jungle, quand on prend dernièrement, on en a vu quelques-uns de ce genre, même si je remonte plus loin, Ezra, ou alors Hôtel Rwanda, des films qui ramènent des sujets quand même pour interpeller, qui sont durs,
c'est pas forcément des sujets où on se lève, on a envie d'aller au cinéma pour le voir. Comment on aborde ces questions et qu'on ramène quand même de la foule autour? Moi, je pense qu'il y a, je répète la même chose, c'est une industrie, il y a un star system qu'il faut mettre en place. Le star system. Oui. Et là, parce que, avant tout, les gens se déplacent pour voir un acteur, peut-être un réalisateur reconnu. Le réalisateur reconnu, c'est difficile de faire venir. Mais l'acteur fait déplacer du public. Donc l'acteur peut prendre en charge, peut interpréter des sujets difficiles et que le public va prendre le temps d'écouter parce que il est habitué à l'acteur, à l'actrice et il l'aime. Ça fait partie de sa famille et tout. Je pense qu'il y a aussi cette question de rapport entre le réalisateur et les comédiens parce que généralement en Afrique, de ce que j'ai observé par l'historiographie de notre cinéma, le réalisateur aimerait toujours être à la place de l'acteur. L'acteur principal. C'est-à-dire avoir l'aura et, comment dirais-je, je sais pas, être interpellé quand il va dans la rue et tout. Et ça, il faut qu'on fasse la part des choses. Laissons la visibilité aux comédiens. Ça, c'est leur place. Il faut que les comédiens soient reconnus par le grand public, aimés par le grand public. Pas forcément le réalisateur, pas forcément le producteur. Et c'est par là qu'on peut vendre au grand public. On n'a pas besoin de en tête d'affiche facilement. On se dit on va remplir la salle et ensuite on verra le sujet. Le film Tan, vous voyez la tête de deux comédiens. Exactement, on va le voir. Voilà. On a envie de les voir parce qu'on va dire qu'est-ce qu'ils vont dire, ils y vont. Et à partir de là, la bouche à oreille fait le reste. Voilà. Donc il faut déjà arriver à briser cette barrière du sujet à travers déjà l'image de ceux qui vont porter en fait l'image du film. Ça fait une première étape et ensuite on peut aborder les sujets même les plus durs. Ça rejoint un peu ce qu'Ousmane disait qu'il n'a certainement pas été formé de tout ce qu'il sait au Mali. Parce que ça, c'est une réflexion qu'on n'a pas chez nous. C'est une réflexion qu'il n'y a pas chez nos réalisateurs et nos producteurs. Dans ce que j'ai dit, quand j'ai dit on est arrivé à dire ok. On fait le respect de la chaîne des valeurs, on met chacun à sa place. Le producteur, à partir du moment où on l'isole, il commence à comprendre qu'il ne peut pas tout faire lui-même. Il commence à comprendre que oui, il y a la gestion de la production, le montage de la production, mais après il faut penser au retour sur investissement. Voilà. Et là, c'est là qu'il se rend compte qu'il lui faut des spécialistes en marketing. Totalement. Et là, la plupart de nos... Il y a plusieurs corps de métier qui ne sont pas forcément du cinéma qui doivent intervenir. Qui ne sont pas forcément du cinéma. Il faut éviter de rester en vase clos. Et de croire que ça doit se faire entre soi. C'est ça qui tue le cinéma. Et n'est-ce pas le début de la culture de la paix, de permettre à toute la chaîne de se développer? Mais bien sûr, puisque ça va créer de la richesse. Mais moi, je vais encore aller plus loin. Excusez-moi de revenir sur l'exemple de Tan toujours. Tan a été financé par crowdfunding. 80% de Maliens ont mis de l'argent, quasiment 400 millions. Levée de fonds, c'est des Maliens qui ont investi. Et pas seulement de l'investissement, je leur ai dit, attention, il n'y a pas de marché. Je ne peux pas montrer le film dans 50, 100 salles de cinéma pour rentrer dans le fond. Attention. Donc ce que vous allez faire, c'est une subvention que vous allez faire. Ils ont accepté le principe, ils ont fait une subvention. Le film a été montré là actuellement dans 172 villages. Et par cinéma numérique ambulant et tout, etc. D'ailleurs, on venait à Ouaga parce qu'à l'époque, on avait décidé de venir à Ouaga parce que le film n'a pas été retenu à la compétition officielle. On a dit quand même qu'advienne que pourra, on viendra montrer le film à Ouaga. Et ça a coïncidé avec le Mali comme invité spécial. Mais quand on a décidé de venir présenter le film, on est réparti à nos subventionnaires. On a dit, on n'a pas de sous, on veut aller à Ouaga avec l'essentiel des acteurs secondaires et toutes les personnes qui ont participé au truc, à la production du film, 57 personnes. On a dit, crowdfunding. Il y a 53 personnes qui ont donné entre 5 000 francs et 1 million. Ah oui. Et maintenant, il va falloir qu'on rende compte à ces 53 personnes. Et donc là,
des graphistes ont intervenu, des marketeurs ont intervenu, et tout le monde a mis du sien. On a amené un vieux car qu'on a bien soutenu, et là, ils sont entrés dedans. On a amené un camion et tout, et on a amené un petit véhicule avec sonorisé. Lundi, on va faire la caravane dans la ville de Ouagadougou pour que les gens voient. Et pendant ce temps, on vend le film aux distributeurs. La redevabilité est importante dans ce modèle économique parce qu'à défaut d'avoir le retour sur investissement, voir le résultat concret de ce qui a été fait. On a coupé M. Koulibaly à plusieurs reprises, on va lui permettre de s'exprimer. Il a parlé du fait de mettre des stars devant, le terme m'échappe un peu. Mais je pense qu'en plus, en plus de ça, je pense qu'il faut comprendre que le cinéma est un produit. C'est un produit qu'on vend, qui doit rapporter quelque chose. On dit ça par très fort. Bon, voilà. C'est d'abord une œuvre. Voilà, c'est une œuvre, Quand on est dans l'industrie culturelle, c'est une œuvre d'art, voilà, d'abord. Une œuvre ensuite, d'art. Ensuite on est dans l'industrie, du coup, voilà. Ok. Bon, je pense que si on considère cet aspect-là, que c'est un produit, je pense qu'il faut que les réalisateurs, les créateurs aillent vers les populations. Pourquoi, quand on veut vendre un produit, on va vers les populations pour savoir qu'est-ce qu'ils demandent, qu'est-ce qu'ils veulent. Je pense que c'est un travail. Non, je viens. C'est pas au réalisateur. Non, je viens. Ça peut se faire. Je vais laisser finir, je vais réagir juste après. Voilà, et je pense que si par exemple on arrive à faire cette démarche-là, voilà, aller au milieu des populations pour savoir ce qu'elles veulent. Parce que la thématique aussi, beaucoup d'autres choses peuvent amener les gens. Donc, le thème qui est traité peut amener beaucoup de gens ensemble. S'ils savent que telle thématique-là, qui est importante à nous, notre niveau, a été traitée et qui est portée en plus par tel acteur, cela peut amener les gens ensemble. Donc moi je pense que au début de la création, pris en compte depuis le début de la création. Très bien. Que ceux-là qu'on compte appeler en salle, qu'ils soient associés d'une manière ou d'une autre et que cela puisse inspirer le créateur. Je pense que si cette lecture est faite, le produit qu'on met en place est forcément pourra faire son chemin. Je suis désolé d'être en désaccord avec mon jeune parce que j'ai la chance d'avoir été artiste, d'avoir créé des pièces de théâtre, d'avoir dirigé des équipes et de passer de l'autre côté comme producteur, voilà, aller trouver des financements, mettre en place des productions, tout et tout. Il faut séparer les métiers. On m'apporte à moi en tant que producteur un projet. C'est moi producteur, je dois voir comment ce projet peut se faire. La faisabilité comment il peut intéresser le public. Quel type de public il peut intéresser. Je mets en place ma stratégie de production. Là, ce n'est pas au créateur. Le créateur, il s'en fout. Le créateur, c'est un rêveur. Il a pensé quelque chose, il tient à ça. Et moi, comment je peux transformer son rêve, sa folie, en un produit? Le producteur, il est plus réaliste. Oui, parce que lui, il a les pieds sur terre. Lui, il sait, ah ouais, tel projet, ok, c'est intéressant. Il a été touché par un projet. Il tient à le produire. Mais en même temps, il sait qu'il n'a pas le monde à ses pieds. Il n'a pas un budget limité, il faut bien... Ah oui, au départ, il n'a pas de budget, le producteur. Enfin, il a un budget, il a un chiffre peut-être. Mais c'est même, non, il doit même faire le budget du film. Exactement. Quand l'auteur vient avec son projet, il n'y a rien. Après, c'est au producteur de tout mettre en place pour savoir combien va coûter le film. Enfin, c'est... Alors, il me reste vraiment 3 minutes de temps d'antenne et du coup je saisis cette opportunité pour poser une dernière question à chacun d'entre vous. C'est vrai qu'on est dans la même team, mais j'ai quand même te poser la question parce que tu fais de la prod. Oui, absolument. Non, je fais pas de prod. Est-ce que en tant que producteur, la paix est un sujet qui rapporte? On n'a plus beaucoup de temps, hein, donc on va vraiment... Oui, bien sûr, parce que le producteur, il s'adresse à qui? Il veut qu'il y ait des acheteurs. Et ces acheteurs, s'ils ne sont pas en paix, s'ils n'ont pas la capacité de se mouvoir, s'ils n'ont pas la capacité d'avoir la télé chez eux, parce que pour une question de guerre, il n'y a pas d'électricité dans des quartiers, lui, c'est des consommateurs qui perdent. Il a intérêt à proposer avec la paix. Il a intérêt à tenir compte de la paix dans ses stratégies marketing pour rentabiliser son produit. D'accord, M. Koulibaly. Je pense que quand on aborde la question de la paix, ce n'est pas forcément l'élément argent qui est recherché ici. L'économie, je pense que c'est une question d'existence, comme on l'a dit. Nos pays, c'est-à-dire l'existence même est mise en mal. Et je pense que c'est ça qui est recherché. Est-ce qu'après les productions, voilà,
comment on peut retrouver, comment on peut mobiliser les populations, comment on peut changer le comportement. Je pense que c'est ça qui est recherché. Et puis après, si ça rapporte, ça fait un bonus. C'est un plus, tant mieux. Voilà. La paix, c'est une régulière construction et une régulière mise à niveau. Et c'est ce que fait la culture, c'est ce que fait toujours une œuvre culturelle. Parce qu'une œuvre culturelle participe toujours au renouvellement du récit. Et ça, c'est ce que nous faisons tous les jours. Le film peut plaire, ne pas plaire, mais il participe toujours. Une œuvre participe toujours au renouvellement du récit. Donc, on va dire, à la mise à niveau. Mais pas toujours à la construction de la paix, hein, on est d'accord. Si, le renouvellement du récit vraiment construit toujours l'univers symbolique commun et apprend aux gens à coopérer. Et quand les gens coopèrent, c'est la paix. Et donc, ce renouvellement perpétuel, régulier du récit, c'est la construction permanente, en tout cas régulière, de la paix. C'est ce que nous faisons tous les jours. D'accord, c'est noté. Alors, tu as dit bien sûr à tout, mais tu vas quand même dire... Oui, non, mais en fait, moi, je prendrais un exemple beaucoup plus terre à terre. Il suffit d'aller dans les salles, vous allez voir que les gens, ils vont... Même le plus petit cireur, il va économiser son argent pour aller prendre son ticket, pour aller voir les films. Et quand les gens vont voir les films, ils rigolent ensemble, Absolument. Ils sont touchés ensemble. Oui. Et vous voyez les gens sortir des salles de cinéma, Et ils un n'ont débat pas fait qui la continue bagarre, souvent. ils étaient tous en paix et apaisés. Donc, moi, c'est ça, c'est tout. Simplement Cinéma ça. d'Afrique et culture de la paix, je pense qu'on va y arriver parce que nos différents pays ont besoin de paix pour se construire et atteindre le niveau qui devrait être le nôtre actuellement si on n'était pas en train de résoudre des problèmes de conflit. On arrive à la fin de notre échange de ce soir. C'était 52 minutes intenses. Dis donc déjà, C'est passé rapide. déjà. Et c'est pas fini, Et on c'est n'a pas tout fini. dit. On n'a pas tout dit, absolument. Donc, les téléspectateurs savent, hein, on est sur ce plateau avec Mouna, on va aborder les autres sujets, ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si je vais reconduire certains invités ou pas, on verra. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des sujets qui vont vous intéresser. Ah, c'est clair. En attendant, j'aimerais vous dire un grand merci à chacun d'entre vous, monsieur Vondaoné. Merci. Peut-être, je ne sais pas si j'ai encore le temps pour un petit dernier Bon festival à vous, bon festival à eux. Très bon festival, monsieur Koulibaly. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye. Bon séjour Merci, au Burkina. Stéphanie. Mouna. Je tiens quand même à se dire que c'est Ndiaye Mali et Ndiaye Burkina. Attention, hein, parce que Exactement. on fait vite des amalgames en fait. Ndiaye Mali. Non, mais il faut expliquer. C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Moi, je sais que c'est ma Monsieur soeur. Ndiaye et madame Ndiaye, elles vont se dire, Oui, c'est ça. ok, d'accord. Moi, je sais que c'est ma soeur, donc je vais pas. Non, j'ai un frère, il n'y a aucun problème. C'est mon frère, absolument. Voilà. Absolument. Eh bien, merci Et c'est le beaucoup. cinéma qui gagne. D'entre vous. C'est l'Afrique qui gagne. Merci l'Afrique beaucoup, qui Mouna, gagne. pour ce soir. Merci, Stéphanie. Demain après-midi, on se Demain. retrouve également. Yes. Donc, Ouais. pour un autre sujet, on va encore débattre 52 minutes. On espère que vous allez être avec nous. En attendant, je réitère mon invitation. C'est le FESPACO. Profitez-en. On a tellement de projections programmées que ça serait dommage de passer à côté d'un si beau programme. Allez-y au cinéma, accompagnez vos créateurs, aidez-les à vivre de leur art, mais surtout, travaillons ensemble à cultiver et à préserver la paix dans nos différents États. Merci à chacun d'entre vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Le FESPACO, ça continue en temps réel, ça continue sur BF1. On se dit à demain. Au revoir.